Imaginez un peu, un monde littéralement coupé en deux. Non, ce n'est pas de la science-fiction, ça a été la réalité pendant près de 45 ans. C'est ça, la guerre froide, une confrontation planétaire, un face-à-face qui a opposé les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale et qui a totalement redessiné la carte du monde qu'on connaît. Alors la grande question, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment les plus grands alliés de l'histoire ont-ils pu devenir en un temps record les pires ennemis du monde? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On est en 1945. La guerre est finie, le monde entier respire et célèbre la victoire. Sauf que, en coulisses, l'ambiance est déjà glaciale. L'encre des traités de paix est à peine sèche que la grande alliance des vainqueurs vole en éclats. Toutes les divergences idéologiques qu'on avait un peu mis sous le tapis pendant la guerre refont surface avec une force incroyable. Et très vite, un nouveau mot s'impose pour décrire cette situation, la bipolarisation. En fait, c'est assez simple. Le monde n'est plus une carte avec plein de puissances différentes. Non, c'est comme un ring avec seulement deux superpuissances. D'un côté, le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis comme chef de file, de l'autre, le bloc de l'Est, mené par l'Union soviétique. Et à partir de là, tout, absolument tout, devient une compétition entre ces deux camps. Et puis, en 1946, il y a cette phrase de Winston Churchill qui va tout cristalliser. Il parle d'un rideau de fer qui est descendu à travers l'Europe. Attention, à ce moment-là, il n'y a pas encore de mur en béton, mais l'image est tellement puissante, tellement juste qu'elle va marquer les esprits. Un rideau de fer. Une frontière invisible, oui, mais bien réelle, qui vient de déchirer le continent. En 1947, là, ça devient officiel. La rupture est consommée. C'est doctrine contre doctrine. D'un côté, les Américains avec la doctrine Truman. En gros, leur message, c'est « on va aider financièrement et militairement tous les pays qui refusent le communisme ». C'est la fameuse politique de l'endiguement. Et la réponse soviétique ne se fait pas attendre, c'est la doctrine Jdanov. Pour eux, la vision est simple. Il y a le camp impérialiste des États-Unis et le camp anti-impérialiste qu'ils dirigent. C'est noir contre blanc. Il n'y a plus aucun terrain d'entente possible. Alors voilà, la fracture idéologique est là. Mais ça ne va pas rester que des mots, des discours. Non, non. Cette division, elle va devenir très, très concrète, avec des alliances militaires, des blocs économiques et des frontières bien physiques. Le monde se transforme littéralement en deux forteresses qui se font face. Et le symbole le plus frappant de tout ça, l'épicentre du séisme, c'est l'Allemagne. Le pays est coupé en morceaux. Et pire encore, sa capitale, Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, est elle aussi divisée. Berlin-Ouest devient une sorte d'enclave, une petite île capitaliste en plein milieu de l'océan communiste. C'était une situation complètement folle, une véritable poudrière. Et chaque camp va s'organiser, se structurer. C'est un vrai jeu de miroir. Côté militaire, les Occidentaux créent l'OTAN. La réponse de l'Est, le pacte de Varsovie. Côté économie, l'Ouest lance le plan Marshall pour reconstruire l'Europe. La réponse de l'Est, le Comecon. Idéologie contre idéologie, alliance contre alliance, c'est une opposition systématique sur tous les fronts. Alors la grande question, c'est comment est-ce que tout ça n'a pas explosé en une troisième guerre mondiale? Eh bien la réponse tient en deux mots, et elle fait froid dans le dos, le parapluie nucléaire. En gros, les États-Unis disent à leurs alliés « Ne vous inquiétez pas, si l'URSS vous attaque, on riposte avec la bombe atomique ». C'est une paix, si on peut appeler ça comme ça, qui repose uniquement sur la menace d'une destruction totale. Mais attention, cette paix était incroyablement fragile. La guerre est restée froide la plupart du temps, c'est vrai, mais il y a eu des moments de tension extrême où tout aurait pu basculer, des crises où le monde entier a vraiment retenu son souffle. Le premier grand coup de chaud, c'est à Berlin, dès 1948. Staline décide de tout bloquer. Plus rien ne peut entrer ou sortir de Berlin-Ouest par la terre. Son but, étouffer la ville pour la faire tomber dans le giron communiste. La réponse de l'Ouest est juste spectaculaire. Ils organisent un pont aérien. Pendant près d'1 an, jour et nuit, des avions vont ravitailler la ville. C'est une démonstration de force incroyable. Finalement, les Soviétiques lèvent le blocus, mais le mal est fait. Peu après, l'Allemagne est officiellement coupée en 2 pays. 13 ans plus tard, nouveau drame, toujours à Berlin. Le régime est-allemand n'arrive plus à stopper l'hémorragie de sa population qui fuit à l'ouest. Alors ils font un truc insensé. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, ils construisent un mur. En une nuit. Un mur qui coupe la ville, qui sépare des rues, des familles. Ce mur, qu'on appellera le mur de la honte, devient le symbole le plus brutal, le plus humiliant de cette division. Mais le moment où le monde est passé le plus près de la fin, c'était en octobre 1962, et ça s'est passé à Cuba. Des avions espions américains prennent des photos qui glacent le sang de l'état-major à Washington. L'URSS est en train d'installer des missiles nucléaires à Cuba.
c'est-à-dire à 150 km à peine des côtes américaines. La menace n'est plus à l'autre bout du monde, elle est là, juste à la porte. 13 jours, c'est tout ce que la crise a duré. Mais pendant ces 13 jours d'octobre 1962, le monde a arrêté de respirer. Une confrontation directe entre Kennedy et Khrouchtchev, un blocus naval. Chaque heure, chaque décision pouvait déclencher l'apocalypse. C'était absolument terrifiant. Alors, pourquoi ça n'a pas dérapé? C'est là qu'on touche à la logique folle de cette période, l'équilibre de la terreur. Le calcul était simple, mais glaçant. Si j'appuie sur le bouton, l'autre appuie aussi. Et au final, on est tous les deux anéantis. Personne ne peut gagner. Cette certitude de la destruction mutuelle assurée, c'est paradoxalement la seule chose qui a empêché le pire. Cette crise a eu l'effet d'un électrochoc. Tout le monde a compris qu'on était passé à un cheveu de la catastrophe. Alors, pour éviter qu'un malentendu ne déclenche une guerre, on installe en 1963 le fameux téléphone rouge. Ce n'était pas un vrai téléphone, mais une ligne de com directe entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Le but, pouvoir se parler immédiatement en cas de nouvelle crise. Après ces énormes frayeurs, on entre dans une période de détente. Les tensions s'apaisent un peu. Mais globalement, le monde reste comme gelé dans cet affrontement. On a l'impression que ça va durer éternellement. Et pourtant, tout ce système va s'effondrer. Et à une vitesse que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Et le déclencheur, c'est lui, Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive au pouvoir en URSS au milieu des années 80. Il voit bien que son pays est à bout de souffle. Alors il lance 2 réformes chocs. La perestroïka, pour restructurer l'économie, et la glasnost, pour introduire plus de transparence et de liberté d'expression. Son but était de sauver le système, mais en réalité, il venait d'ouvrir une boîte de Pandore qui allait tout emporter. Le vrai coup de tonnerre, c'est quand Gorbatchev annonce que l'URSS n'enverra plus ses chars pour maintenir par la force les régimes communistes en Europe de l'Est. C'est le signal que tout le monde attendait. Et là, c'est un effet domino spectaculaire. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, les régimes tombent les uns après les autres. Le rideau de fer est en train de se déchirer. Et arrive ce moment historique, le 9 novembre 1989. L'impensable se produit. Le mur de Berlin tombe. Ce symbole absolu de la division, de l'oppression, il s'écroule. Les images sont folles. Des gens qui dansent sur le mur, qui le détruisent à coups de marteau. C'est une fête incroyable qui fait le tour de la planète. Symboliquement, ce jour-là, la guerre froide est finie. La fin officielle, elle, arrive 2 ans plus tard. Le système soviétique est en pleine décomposition. Le 25 décembre 1991, jour de Noël, Mikhaïl Gorbatchev annonce sa démission. Dans la foulée, l'Union soviétique est officiellement dissoute. C'est la fin d'un monde. Le monde bipolaire, ce monde à 2 têtes, n'existait plus. Une page immense de l'histoire se tournait. Mais pour écrire quoi à la place? Une nouvelle ère s'ouvrait, c'est sûr, pleine de promesses, mais aussi pleine d'incertitudes et de nouveaux dangers. Et la question, finalement, elle reste entière aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment remplacé ce monde divisé?